Et maintenant que nous avons terminé cette première partie sur le confinement en droit, eh bien, sans quitter véritablement l'univers des normes, nous allons en tout cas porter l'attention sur le côté pratique de celle-ci. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un que je connais bien, pour des raisons évidemment familiales que vous aurez deviné en début d'émission, mais aussi parce qu'il travaille au sein d'une commune et qu'il exerce donc des fonctions de juriste en lien direct avec des élus locaux, ceux pour lesquels il a souhaité porter un regard tiré directement de sa pratique, et qui va donc amener Benoît à nous proposer sa chronique sur des mers déboussolées. Alors, en effet, un regard qui se voudra effectivement empirique, mais évidemment, il faut toujours prendre du recul à travers différentes réflexions, orientations théoriques pour garder le cap. Le cap, il en est un, et j'ai donc beaucoup hésité sur l'intitulé de cette pseudo-chronique. Et finalement, voilà, je suis euh, convenu avec moi-même de ce titre-là, à savoir des mers déboussolées au sens géographique. J'aurais pu aussi dire des mers debout mais soldées. J'aurais pu dire des mers debout et saoulées. Mais finalement, c'est bien le prisme géographique qui présidera cette chronique pour les adeptes de France Culture. Vous y reconnaîtrez non pas un style, j'ai pas cette prétention, mais en tout cas l'emprunt, voilà, de quelque chose qui peut ressembler à. Alors allons-y. Plus que jamais, ces responsables locaux, chevilles ouvrières de la République, ont besoin d'outils pour assurer leur fonction dans cet épisode sanitaire. Précisément, on relèvera qu'enfin, le gouvernement braque le projecteur sur cet édifice municipal, cellule de base de la République, placé au centre du village depuis 1905, après l'avoir tellement martyrisé à grands coups de loi organique sur les lois de finances en 2008, de diminution chronique de dotations financières et de dispositifs de contractualisation affectant la sacro-sainte autonomie financière des collectivités. Il aura fallu un branle-bas-le-combat racamesque pour les opiniâtres de RG. Ce branle-bas-le-combat aura eu lieu dans l'hémicycle le 19 mars. Oui, oui, le 19 mars, date qui résonne étonnamment avec la classification du virus, pour enfin mettre en lumière la fracture entre la bureaucratie parlementaire et non pas le savant weberien, mais l'artificier ou l'alchimiste local, le maire. Enfin, les représentants de la République, siégeant comme à l'accoutumée dans une configuration discrète voire fuyante, malgré quelques tweets sauvages, allaient affronter la réalité du territoire. Enfin, Édouard Philippe allait faire l'apologie de la fonction de premier magistrat de la cité. Lui qui était habitué à son havre de paix avant Matignon, se voit désormais au commandement en train de négocier des mesures soi-disant providentielles pour les collectivités. Il aura malheureusement entaché son capital crédit en maintenant ce premier tour des élections municipales, tout en conviant une partie du corps électoral à rester chez eux. Drôle d'invitation démocratique, vous en conviendrez, que soulèvent à titre de moyen d'inégalité les oppositions battues, hélas, au premier round. En effet, en posant le principe d'une élection acquise au premier tour pour les bienheureux et d'une élection différée sur plusieurs mois pour les listes ayant franchi le premier cap, le paysage électoral continue de se fissurer, chacun tirant la couverture de son côté, et se murmure déjà qu'un lobbying œuvre dans l'antichambre du Palais Bourbon pour contre-légiférer et obtenir soit l'annulation de toute élection acquise, soit un nouvel appel aux urnes l'an prochain. Quel tempo, dès lors, pour cette valse à 1000 temps. Au détour de ce scrutin, qui aura fini de diviser les cellules de la République comme on déstructure un atome, les micros, les JT de toutes antennes, de gouvernance publique et privée, allaient toutefois rappeler que le maire est le premier maillon du service public. Seulement, pour gouverner, diriger et s'orienter, il faut être outillé. Extrapoler alors le titre de l'ouvrage du non-sceptique et contemporain Houellebecq, La carte et le territoire. Ces deux documents sont indispensables à tout navigateur, tout penseur errant, dès lors qu'on y associe une boussole. Autrement, comment trouver l'horizon? Et précisément, quelle boussole le gouvernement fournira-t-il à ses soldats? Une série de circulaires préfectorales, le Premier ministre évidemment ne prendra pas cette responsabilité, pour rappeler qu'en plein confinement, les conseils municipaux investis dès le premier tour de l'élection devaient appliquer scolairement le Code général des collectivités territoriales et se réunir physiquement 5 jours après l'élection. Donc, écoutez bien, entre le 20 et le 22 mars. Un conciliabule étonnant, ordonné manu militari, et qui nous rappelle un mauvais détour historique, lorsque les préfets appliquaient sans discussion les ordres de l'État, ils fournissaient des wagons. Cet ordre, ce banc jacobin, a surpris plusieurs angles républicains et l'État aura fini par lâcher, après plusieurs heures d'acharnement irrationnel et selon ma propre retranscription, je cite, mais c'est de moi, le Conseil des ministres sera dématérialisé, il est vrai.
Appliquez-vous finalement la même rigueur, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, et ne mettez pas votre vie en danger. Le président de la République jupitérien concédait effectivement en début de mandat: la République est exemplaire, mais n'est pas irréprochable. Le Premier ministre s'en souvient et finit par abaisser sa garde et reporter l'investiture des lauréats du premier tour. Gouvernement 0, maire 1. Après les circulaires, une loi d'urgence, rédigée dans des conditions résumées à travers son intitulé, qui permet de poser quelques garde-fous institutionnels et financiers précieux pour Paris. L'État concède, il garantit, mais se réserve le droit de défaire et refaire. Cette loi permet aux institutions locales de fonctionner, en prolongeant le mandat des anciens maires de quelques mois, et c'est bien heureux, leur permettant d'exécuter la notion juridique très paradoxale d'affaires courantes et urgentes, pourtant consacrée par le juge administratif et qui ferait hésiter Wittgenstein et les linguistes, car j'ai bien dit affaires courantes et urgentes, qui permet savamment de faire l'économie d'une paralysie des collectivités et qui augure par là même de belles promesses et réponses immédiates par voie d'ordonnance. Et tout à coup, celles-ci surgissent de manière sérielle et selon un style à faire pâlir l'écriture spontanée d'un Jack Kerouac. Elles assignent, elles indiquent, elles permettent, elles interdisent encore, remplissant ainsi toutes les fonctions kelseniennes du droit. Et elles allaient sonner le glas de l'équilibre fonctionnel déjà fragilisé des communes et des, à vos souhaits, EPCI, dans des rayons d'action très opérationnels qui irriguent le quotidien de l'activité des services d'une collectivité. Le maire est en effet renvoyé au démon de la théorie d'Antoine Compagnon, à de multiples réserves d'interprétation, au moutonnement indéfini des commentaires si bien décriés par Michel Foucault. Il en est ainsi en matière de marché public, où l'ordonnance permet de déroger au code de la commande publique, mais rappelle tout à la fois la nécessité de raisonner avec le droit commun et invite le pouvoir adjudicateur à prendre ses responsabilités en matière de procédure de mise en concurrence et de publicité, totalement antinomique dans un cadre d'urgence. Il en est autrement en matière de finances et de fiscalité locale, où l'ordonnance assigne un vote des budgets locaux avant le 31 juillet, alors même que le calendrier de la prochaine loi de finances rectificative n'est pas connu, ce qui met évidemment surchauffe les calculettes de Bercy, tout en émettant d'ailleurs une réserve sérieuse dans cette même ordonnance. Si l'État, je cite, n'a pu communiquer les informations utiles à la préparation des budgets, alors nous reporterons cette échéance estivale du 31 juillet et nous remettrons en cause tout le travail accompli pendant l'état d'urgence. C'est une prudence légistique confuse et, vous l'admettrez, peu opérationnelle. De la confusion, il en est encore en matière d'urbanisme, puisqu'il est déjà acté qu'une nouvelle ordonnance va venir préciser celle déjà ô combien poussiéreuse du 25 mars, portant sur la prorogation des délais de traitement, peut-être, il est vrai, bien sûr, sous la pression de promoteurs immobiliers. Il est vrai qu'il est complexe de comprendre les termes d'une période d'urgence définie selon l'équation que j'ai retenue. Alors là, restez concentrés. PUS, pour période d'urgence sanitaire, égale PUS initial, soit 2 mois, plus PUS supplémentaire de réserve, égale 1 mois, fois PUS fois A pour actualité. Ça nous donne PUS égale PUS initial plus PUS supplémentaire fois PUS A. Ça nous donne 3 mois de prorogation. Pourquoi faire simple quand on peut complexifier? Ou alors, comment réconcilier l'administration, parfois parentale, avec des chiffres et des lettres? Gouvernement 1, maire 1. Sans être exhaustif, on relèvera enfin l'angle dangereux qu'emprunte le virage des motifs sanitaires pour justifier la multitude des atteintes à la vie privée et au RGPD, dont le Conseil d'État vient de rappeler à travers un raisonnement implacable que ce même RGPD n'est pas opposable à l'international. Je cite une décision du Conseil d'État très récente du 27 mars 2020 contre Google. Mais vous relèverez dans le même temps que l'application territoriale du RGPD est totalement à géométrie variable, puisque dans le même temps et dans le même espace européen, l'autorité suédoise de protection des données a infligé à Google une amende de 75 millions de couronnes suédoises au moteur donc, de recherche Google pour non-respect du droit au déférencement des personnes concernées. Donc, strictement pour les mêmes faits et dans le même espace européen, nous n'avons pas la même application. À l'échelle locale, sachez que les opérateurs privés, qu'ils émanent du secteur des télécommunications, de la surveillance ou de la fourniture de matériel médical, harcèlent sans contrôle les municipalités pour collecter, offrir, proposer en échange d'une prétendue protection. Ils n'avancent pourtant pas masqués, et le néolibéralisme bat ainsi son plein. Est-ce que l'ordre public sanitaire justifie ces moyens? Plus que jamais, le gouvernement dirige l'action et tient la barre. Il appuie sur les articles 20 et 21 de la Constitution. S'y ajoute également, bien entendu, naturellement, l'article 38. En bon élève, il utilise pour donner les caps une calculette, des lignes directrices, des schémas planificateurs, des plans de financement, des ordonnances, du quadrillage, une rédaction géométrique, voire chirurgicale. Il se pose en garant des institutions et prévaut autant de remèdes.
Cette profusion normative sonne davantage comme une volonté d'apporter une caution présentielle, morale, voire cartésienne aux institutions locales. Voyez, je légifère, donc je suis. Et par cet arsenal, je, moi, Léviathan, vous transfère une fois de plus la responsabilité de la situation quotidienne des Français. Et entre parenthèses, pas seulement celle des électeurs que j'ai maladroitement convoqués en ce beau dimanche martien, voire jupitérien. Gouvernement 1, maire 2. Enfin, par ce détour médiatique, les citoyens allaient réaliser qu'il n'y a pas de ciment républicain et de déplacement utile s'il n'y a pas de moyens d'accès, s'il n'y a pas d'offre de service et s'il n'y a pas de carotte au bout du bâton. Précisément, il faudra définitivement relever que si les fonctions juridiques du gouvernement semblent avoir été bouleversées par le Covid-19, il n'en est rien des maires. Détrompez-vous, ils continuent d'assurer les mêmes responsabilités qu'avant le Covid-19, mais avec plus d'intensité. Aider les seniors, nettoyer les routes, délivrer des actes de naissance et de décès, accueillir les enfants dans les structures encore ouvertes, assurer une certaine tranquillité publique, distribuer des masques, mobiliser le tissu associatif, permettre la délivrance des titres de séjour, ramasser les ordures ménagères, déployer des relais pédagogiques, réaliser de la médiation sociale, assurer des permanences physiques dans les centres municipaux de santé et encaisser les coûts. Gouvernement 1, maire 3. Tout ça avec une carte chiffonnée, Monsieur Welbeck, un territoire fissuré et une boussole qui n'indique pas le nord magnétique et sans kit de survie. Gouvernement 2, maire 3. Conclusion. On a hâte d'être au match retour. Hein. Espérons qu'il en est un au mois de juin, c'est promis, puisque le 23 mai, il y aura avec anticipation une date déjà fixée, le rapport du Haut Comité scientifique national. Bon, je vois que ce format de chronique a fait des fans, donc je vous invite évidemment tous ceux qui en ont envie à formaliser des billets en un temps aussi record que celui que Benoît a proposé, ou alors à sacrifier définitivement votre vie familiale pour travailler uniquement pour l'amour du droit et des lettres, et aussi de la culture. Oui, enfin, au début, tu nous avais vendu un truc décontracté, tranquille. Il avait l'air super détendu, moi, je trouve. Ouais, c'était bien, il est à l'aise. Il fait ça tous les jours, en fait. Bon, les amis, je Très, crois très que détendu. ça nous permettra de bien, en tout cas, réfléchir à cet aspect pratique qui est lui aussi assez abyssal. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas que les soignants qui méritent d'être applaudis, mais si on cherchait vraiment à applaudir tous ceux qui le méritent, on n'en finirait pas, nous inclus, mais qui a bien une vraie problématique qui a été sans doute mal jaugée et qui, dès le départ, a fait des élus et de tous ceux qui les accompagnent des victimes, et malheureusement pas qu'indirectes, du Covid, quand on les a forcés à tenir des bureaux. Bien, vu que le silence vaut acquiescement, et que c'est une règle bien connue en droit. Dire toutes les horreurs qu'on pense sur les élections. Ouais, on va faire un numéro spécial. Je vous propose d'enchaîner avec la suite et fin, car comme je l'avais annoncé, il y a, c'est vrai, une règle d'or en droit dont on cherchera bien la source une prochaine fois, qui veut qu'on procède uniquement à un plan en deux parties, rarement équilibré, contrairement à ce que certains vous feront croire. Celui-ci n'a pas dérogé à la règle, hein, une deuxième partie beaucoup plus expéditive, quoique le propos livré par Benoît nous amène à réfléchir peut-être aussi longuement que toutes les autres rubriques l'ont permis. Et il est temps à présent d'entrer dans le hors-sujet. Mais du hors-sujet, vous allez voir, qui est quand même très proche de la logique confinante dans laquelle on est depuis le début de cette émission.